Alors DeepSeek, c'est la petite application chinoise qui fait trembler les géants de la tech américaine. Et les spécialistes se demandent maintenant si le gouvernement chinois ne serait pas derrière. Les premières décennies du 21e siècle ont été marquées par une instabilité persistante pour l'Occident. Contrairement aux attentes, les États-Unis n'ont pas connu un âge d'or en ce début de millénaire. Plutôt que de capitaliser sur leur statut de superpuissance incontestée, leurs dirigeants n'ont cessé de se focaliser sur la recherche de nouveaux adversaires, de nouveaux défis et ont sans cesse traqué de nouvelles menaces potentielles. Des menaces qui n'existaient même de base pas du tout. C'est donc comme ça que toute l'évolution des relations entre la Chine, la Russie et d'autres régions du monde est devenue une obsession pour Washington. En juillet 2023, la générale américaine Laura Richardson, alors à ce moment-là à la tête du commandement sud des forces armées des États-Unis, s'inquiétait de l'influence grandissante de la Chine en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle avait déclaré dans une interview accordée à Newsweek que les Chinois sont dans une zone critique par rapport aux États-Unis. Donc ils sont dans une zone critique importante pour les États-Unis. Et on peut lire là, exclusif, l'influence de la Chine atteint la zone rouge des États-Unis. C'est ce qui est marqué. La Chine intensifie ses efforts pour établir une présence régionale dans la zone rouge, au seuil des États-Unis, a déclaré la chef du commandement sud des États-Unis, la générale Laura Richardson, dans une interview exclusive à Newsweek. Et alors que l'attention internationale est portée sur la concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine dans les régions Asie-Pacifique, Madame Richardson a déclaré que les efforts de Pékin s'étaient accélérés sous notre nez, donc sous le nez des dirigeants américains, soulignant la présence croissante de la Chine dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ils sont sur la ligne de 20 mètres dans la zone rouge de notre patrie, a déclaré le commandant du Southcom, comparant la situation à celle de l'Asie où le commandement Indo-Pacifique est chargé de renforcer les défenses en utilisant une stratégie insulaire développée pendant la guerre froide. Et donc en gros, durant tout le reste de l'article, elle va faire comme ça, pleurer, faire des jérémiades, etc. etc. Ça, c'était en juillet 2023. Et moins d'un mois plus tard, la même générale plaidait pour la mise en place d'un plan Marshall destiné à l'Amérique latine, afin d'enrayer la montée en puissance de la Chine et de la Russie dans cette région. Elle expliquait en gros qu'elle était convaincue qu'ils ont besoin d'un plan Marshall pour cette partie du monde, comme en 1948, mais cette fois en 2024 ou 2025. Et sur l'article, on peut lire: le chef du Southcom appelle à un plan Marshall pour l'hémisphère occidental afin de contrer la Russie et la Chine. La générale Laura Richardson a déclaré au forum sur la sécurité Aspen qu'elle avait également besoin de visiteurs de haut niveau pour leur dire, c'est-à-dire aux responsables locaux, et leur montrer à quel point ils sont importants pour cette région et pour l'hémisphère dans lequel nous vivons tous. Sinon, c'est Pékin qui allait prendre le relais. Les États-Unis devraient lancer un plan Marshall pour les pays de l'hémisphère occidental qui luttent encore pour se remettre de la pandémie Covid-19 s'ils veulent contenir l'influence russe et en particulier chinoise dans la région, a déclaré aujourd'hui le chef du commandement sud des États-Unis. Donc, ils sont en train de se rendre compte que la situation est en train de les échapper. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Quels sont les acquis de Pékin dans cette partie du globe? La Chine s'impose aujourd'hui comme l'un des partenaires économiques majeurs de l'Amérique latine et une source clé d'investissement. D'après les autorités chinoises, en 2021, les échanges commerciaux avec la région ont atteint un record de 450 milliards de dollars et certaines projections estiment qu'ils pourraient dépasser les 700 milliards de dollars d'ici 2035. Accent mis sur l'engagement en faveur de l'intégration de la région, y compris les pays des Caraïbes. Le président chinois Xi Jinping a réitéré l'engagement de la Chine a renforcé son partenariat avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, affirmant que le pays était prêt à travailler avec eux pour promouvoir la paix et le développement dans le monde et faire progresser la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Xi Jinping a fait ses remarques dans un discours vidéo prononcé lors du 7e sommet de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes qui s'est tenu mardi à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Il a été invité à prendre la parole au sommet par le président argentin qui assure la présidence tournante de l'organisation régionale
régionale, un groupe multilatéral de 33 pays de l'hémisphère occidental, sans compter le Canada et les États-Unis. Xi Jinping a déclaré que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes étaient des membres importants du monde en développement qui prenaient une part active dans la gouvernance mondiale et y apportaient d'importantes contributions. Par ailleurs, la Banque de développement de la Chine et la Banque d'import-export de Chine figurent parmi les principaux bailleurs de fonds du continent sud-africain. Et pour renforcer ces liens économiques, Pékin a conclu des accords de libre-échange avec plusieurs de ces pays, dont le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, le Nicaragua et le Pérou. L'engagement économique et politique de la Chine en Amérique latine s'est considérablement accru au cours de la première partie du 21e siècle. Et pourtant, les reportages latino-américains sur la Chine n'ont pas progressé au même rythme. Trop peu de journalistes latino-américains couvrent les activités chinoises dans la région et encore moins de correspondants étrangers d'Amérique latine rendent compte de l'évolution de la situation en Chine. Ce manque de connaissances signifie que les journalistes ont du mal à fournir un contexte approprié pour les grands accords de commerce et d'investissement et ne sont pas préparés à enquêter lorsque les scandales éclatent. Les médias latino-américains n'ont souvent pas la capacité ou les ressources nécessaires pour couvrir les affaires étrangères en général et encore moins les répercussions géopolitiques des relations sino-latino-américaines. Là, on vient de lire un extrait d'un article qui s'appelle « L'engagement de la Chine envers l'Amérique latine, point de vue de la région ». Donc, un regard sur les défis et la compréhension de la réponse aux relations de plus en plus complexes entre la Chine et l'Amérique latine. Le secteur des ressources naturelles bénéficie aussi de cette opération dynamique. Entre 2000 et 2018, soit 18 ans, la Chine a injecté environ 73 milliards de dollars dans l'extraction et la transformation des matières premières en Amérique latine, incluant des projets liés au pétrole, au charbon, au cuivre et à l'uranium. En outre, Pékin manifeste un vif intérêt pour le triangle du lithium, composé de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili, une région qui abrite des réserves considérables de ce métal stratégique. Mais l'engagement chinois ne se limite pas aux seules ressources naturelles. Pékin participe activement au développement des infrastructures locales, notamment dans la modernisation des réseaux routiers, ferroviaires ou encore portuaires. Évidemment, il commence par ça parce qu'il faut déjà faire circuler les marchandises, c'est la base. Un des projets emblématiques de cette collaboration est le port en eau profonde de Chancay, situé au Pérou, qui a été inauguré en novembre 2024. Cette expansion économique inquiète Washington, d'autant plus que les entreprises chinoises de haute technologie étendent aussi leur influence. Les géants numériques chinois déploient la 5G à travers le continent et propose des solutions innovantes en matière d'intelligence artificielle ou encore de veille intelligente. On a tous suivi ce qu'a fait DeepSeek en l'espace de quelques heures. Alors DeepSeek, c'est la petite application chinoise qui fait trembler les géants de la tech américaine. Et les spécialistes se demandent maintenant si le gouvernement chinois ne serait pas derrière. En revanche, ce qui nous intéresse dans l'histoire DeepSeek, c'est l'humiliation de la tech US. Et cet événement, c'est une première qui pourrait tout changer. Alors pour résumer en 20 secondes, la tech aux États-Unis, c'est l'histoire de gars brillants, charismatiques et qui écrasent tout sur leur passage depuis 30 ans, a priori sans aucun remords. En un mot, des psychopathes, des disrupteurs. Alors la règle est simple, ils remplacent tout en faisant mieux pour moins cher. Presse-papier, taxi, hôtel, commerce traditionnel, vous connaissez la chanson. Pour tout le monde depuis 30 ans, c'est l'inévitable disruption avec au sommet de cette chaîne alimentaire les GAFAM. Cette poignée d'entreprises qui pèse à elle seule 30% du marché américain et quasiment 20% du marché mondial. Une domination sadique et sans partage, symbolisée par des patrons en pyjama. Seulement voilà, ces disrupteurs ont développé un énorme défaut, la paranoïa. Pourquoi? Car ils sont terrifiés qu'un jour, quelqu'un leur fasse ce qu'ils ont fait subir à tous les autres, les remplacer du jour au lendemain. Alors comme pour tous les paranoïaques, ils ont une seule obsession, se protéger des menaces. Partenariat avec la défense, bannissement ou embargo sur composants électroniques, pillage de cerveau, tous les moyens sont bons pour tuer la concurrence. Et puis arrive l'IA, la plus grande menace qu'ils aient jamais rencontrée, et du coup ils sont prêts à faire tapis pour garder leur monopole. Et cette paranoïa porte désormais un nom, le projet Stargate, et a désormais un compte en banque avec 500 milliards. Un financement annoncé le 21 janvier par l'administration Trump, le lendemain de la sortie de DeepSeek. Et dites-vous qu'il y a encore plus qui se prépare. Aux États-Unis, cette montée en puissance chinoise est perçue comme une menace directe pour la sécurité nationale. Washington redoute que ces investissements ne soient les prémices d'une opération militaire beaucoup plus étroite, avec à la clé l'implantation de bases ou encore des manœuvres conjointes. Des manœuvres militaires, il va sans dire. Et cette crainte est renforcée par l'idée que Pékin pourrait répliquer aux actions américaines près de ses propres frontières. Pourtant, les autorités chinoises démentent toute intention d'expansion
expansion militaire dans la région. Mais bon, vous savez, puisque c'est ce que les Américains feraient, normal qu'ils pensent, normal qu'ils aient peur que la Chine le fasse aussi. Ils pensent que tout le monde se comporte comme eux, que tout le monde est vicieux et mal intentionné comme eux. Seuls les voleurs sont aussi parano. Ils pensent que tout le monde veut les voler. C'est comme ça que vous devez comprendre ce comportement des États-Unis. Faute de pouvoir rivaliser financièrement avec la Chine sur le terrain, les États-Unis ont recours à d'autres stratégies, notamment en exerçant des pressions diplomatiques sur les gouvernements latino-américains et en orchestrant des campagnes médiatiques hostiles à la Chine et à Pékin et à tout ce qui est d'origine chinoise en règle générale. On a aussi vu comment il y avait un appel au boycott de Black Myth Wukong, un jeu chinois, pour rien. Malgré tout, ça a su performer et c'était magnifique. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, alors déjà je rentre tout juste de vacances et surtout Black Myth Wukong est disponible depuis maintenant quelques heures. Et sur Steam, eh bien, le jeu de Game Science comptabilise déjà plus de 1,4 million de joueurs en simultané. Et il devient du coup le 5e plus gros lancement de l'histoire de la plateforme, devant Cyberpunk 2077, devant Elden Ring, devant Baldur's Gate 3 et même Hogwarts Legacy. Et Black Myth Wukong devient aussi le meilleur lancement post-24 heures de l'histoire de Steam, pour vous dire que eh bien, c'est un carton absolument phénoménal, monumental. Et les retours des joueurs sont également très positifs pour le moment. Et ils affirment que les graphismes sont dingues, comme prévu, que les performances sont très bonnes également, et qu'il n'y a aussi aucune plainte sur des bugs bloquants non plus. Bref, une polémique et un drama qui n'ont absolument rien servi une fois de plus. Et ce petit retour de vacances sur fond de polémique Black Myth Wukong nous prouve plusieurs choses. Que 1, Twitter, ce n'est vraiment pas la vraie vie, encore une fois. Et que 2, les appels au boycott, ça ne fonctionne définitivement pas. Et que 3, eh bien, Game Science n'a pas menti depuis le début. Leur jeu est aussi qualitatif que prévu. Le recul de l'influence américaine en Amérique latine semble moins lié au manque de ressources qu'à une mauvaise gestion des priorités. Plutôt que d'investir dans le renforcement de ses liens avec ses pays voisins du Sud, Washington préfère consacrer des milliards de dollars au soutien du régime de Kiev, délaissant ainsi une région pourtant cruciale pour ses intérêts stratégiques. Donald Trump a même affirmé que les États-Unis n'avaient aucun besoin de l'Amérique latine. Pourtant, dans le même temps, il a menacé de prendre le contrôle du canal de Panama et suggéré de renommer le golfe Mexique en golfe d'Amérique. Des déclarations qui n'ont certainement pas dû plaire aux pays voisins des États-Unis. Et voilà qu'on peut lire sur Politico qui nous rapporte les paroles de Trump. Et il est écrit: nous n'avons pas besoin de l'Amérique latine. Les commentaires du président semblent sur le point de jeter de l'eau froide sur les espoirs de Trump de réengager ses partenaires dans l'hémisphère occidental. Le président Trump a lancé lundi un message sévère à l'intention de ses partenaires économiques et stratégiques potentiels en Amérique latine. Les États-Unis n'ont pas besoin de vous. S'exprimant depuis le bureau ovale après la signature d'une série de décrets, Trump a été interrogé sur les relations avec l'Amérique latine et le Brésil, et c'est là qu'il a déclaré que la relation devrait être excellente. Mais il a clairement indiqué qui avait plus besoin de qui dans la relation. Et qu'en l'occurrence ici, les États-Unis n'ont pas besoin de l'Amérique latine. C'est l'Amérique latine qui a besoin des États-Unis. Donc, les négociations seront biaisées. C'est comme ça que ça marche. Celui qui a moins besoin de l'autre prend l'avantage automatiquement. Ils ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'avons pas besoin d'eux, a-t-il déclaré. Ils ont besoin de nous. Tout le monde a besoin de nous. Ces commentaires semblent sur le point de dégonfler les espoirs de certains en Amérique latine que Trump réorienterait ses ressources sur le renforcement des liens avec les pays des Amériques. La Chine et la Russie ont renforcé leur présence dans la région au cours des dernières décennies, finançant des grands projets d'infrastructure, notamment des ports en eau profonde et en fournissant davantage de partenariats de sécurité pour les États autoritaires tels que Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Ces espoirs ont été soutenus par le choix de Trump du secrétaire d'État Marco Rubio, qui était une voix clé sur la politique latino-américaine au Sénat. D'autres commentaires de Trump lundi semblent sur le point d'aliéner davantage les pays de la région. Trump a répété de fausses affirmations sur le canal de Panama quelques heures après avoir menacé une fois de plus de prendre le canal. Il a également menacé de réimposer des tarifs douaniers à ses partenaires commerciaux, le Canada et le Mexique, en l'occurrence ici, et a laissé la porte ouverte à l'utilisation d'armes américaines contre les cartels de la drogue mexicains. Et cet article date du 20 janvier 2025. Voici ça. Ça a été publié à 9h06 précisément. Mais en vrai, malgré les propos de Trump, c'est évident que Washington ne compte pas délaisser comme ça le continent sud-américain. C'est quand même leur point de repli, leur point de ralliement, leur point de ressources.
littéralement. Selon Foreign Policy, la nouvelle administration américaine accordera une attention beaucoup plus soutenue à l'Amérique latine que toutes les administrations qui l'ont précédée. Trump a d'ailleurs désigné plusieurs latino-américains et des experts de la région à des postes clés. Marco Rubio, déjà, fils d'immigrés cubains, a été nommé secrétaire d'État, tandis que son adjoint Christopher Lando, ancien ambassadeur des États-Unis au Mexique, a également été placé à un poste stratégique. Ainsi, Washington va mobiliser sans doute des moyens financiers et humains nécessaires pour affirmer son influence en Amérique latine. Pourtant, dans cette lutte d'influence, la Russie et la Chine disposent d'un avantage. Un avantage qui échappe même à une aussi grande puissance que les États-Unis. Et vous savez quel est cet avantage seul et unique? Le respect. C'est tout, le respect. C'est-à-dire que la Chine et la Russie respectent leurs partenaires, respectent les intérêts de leurs partenaires, respectent la souveraineté de leurs partenaires, respectent la culture de leurs partenaires. Le respect. C'est un élément essentiel qui, contrairement aux investissements massifs, ne peut s'acheter. Peu importe le montant dépensé, ça ne s'achète pas. Parce qu'à un moment donné, les gens préfèrent être respectés et avoir peu et construire avec le peu là dans le respect qu'avoir beaucoup mais être insulté, craché dessus, humilié en longueur de journée. Le respect, ça ne s'achète pas. Pourtant, la Chine ne manque pas d'argent. Je suis tombé sur cet article intéressant qui dit: voici les chiffres montrant la domination économique mondiale de la Chine. Comparer les pays est une tâche difficile parce que ça nécessite l'utilisation de statistiques qui proviennent de sources différentes et multiples. Même si ces sources appliquent prétendument les mêmes critères, en réalité, nous savons qu'il s'agit au mieux des approximations. Une façon de procéder consiste à utiliser des statistiques précises provenant de divers secteurs comme l'immatriculation de voitures, la consommation d'électricité ou des numéros d'expédition. C'est généralement assez objectif et pas si facile à manipuler pour tromper le lecteur. Tout ce qui va nous donner une idée de la taille réelle de l'économie chinoise en comparaison avec le reste du monde. Commençons par les immatriculations de voitures. En gros, sur la base des éléments qui ont été précisés là, il est expliqué comment est-ce que la Chine a fait pour faire croître incroyablement son économie, contrôler une bonne partie de l'économie mondiale jusqu'à en avoir un certain monopole. Suffisamment d'ailleurs pour pouvoir contrebalancer les États-Unis et être une réelle menace. Et là, c'était encore en 2023, donc aujourd'hui, vous n'imaginez même pas. Donc, les moyens économiques, la Chine en a. Mais ce que la Chine ne fait pas par rapport aux États-Unis, c'est de prendre les autres pour des chèvres, de les insulter ou de les mépriser. Ça, c'est ce que la Chine ne fait pas. C'est un élément qui n'est pas négligeable parce que c'est ça qui fait en sorte que la Chine a un avantage concurrentiel sérieux en Amérique latine par rapport aux États-Unis. Et le combat sera rude parce que épaulé toujours par la Russie qui, même chose, ne pratique pas l'humiliation de ses partenaires. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses, votre point de vue. S'il y a des éléments que vous pouvez ajouter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et on se retrouve une prochaine fois.